Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler pour une fois de l'humain. Alors pourquoi une vidéo aujourd'hui qui parle des rapports sociaux? Parce que tout simplement je trouve moi en tant qu'humain que c'est la chose la plus difficile à gérer. Alors attention, je tiens tout de suite à faire un disclaimer, je n'ai jamais été harcelée, que ce soit à l'école ou au travail. Donc je ne voudrais pas tout simplement usurper un statut de victime que je n'ai absolument pas. Je suis quelqu'un qui a un caractère quand même suffisamment affirmé pour, je pense, ne pas laisser les gens aller trop loin avec moi. Alors vous allez dire, si tu n'es pas harcelé, si tu n'as pas de problème, pourquoi tu fais cette vidéo? Je trouve que la vie sociale est une vraie jungle. Je pense que la hiérarchie que les humains installent entre eux est très compliquée à comprendre. J'ai énormément de mal à gérer les rapports avec les autres. Je suis quand même victime de ma spontanéité. Alors pourquoi cela pose un problème? Parce que comme je suis très spontanée, j'ai toujours une tendance à être trop familière avec les gens, à systématiquement les tutoyer alors que peut-être parfois je ne devrais pas. Toujours de bonne humeur, que je veux que rigoler et que je plaisante et que je vanne tous les gens. Créer de la part des gens beaucoup de spontanéité avec moi également. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on soit familier avec moi. Le problème, c'est que ça engendre des fois aussi des excès. Je remarque qu'on a moins de déférence ou moins de respect pour moi par rapport à d'autres personnes qui savent imposer une façon d'être charismatique, un peu mystérieuse, sur la réserve et de qui on ne discute pas l'autorité. Chaque fois que j'arrive dans un nouvel univers, que ce soit au travail ou même dans mes propres amis ou même dans ma propre famille, je vois et j'observe en fait l'espèce de caste sociale qu'il y a dans un groupe, à savoir un leader qui parle beaucoup, qui est écouté et qui est charismatique en général, des gens qui le suivent, l'écoutent et sont dans son sillage, et puis d'autres personnes comme moi qui sont un tout petit peu plus indépendantes, qui tout simplement n'adhèrent pas en fait au système. Ce qui ne laisse pas beaucoup d'espace au final pour être autre chose qu'un leader ou un mouton. Je sais que c'est un peu manichéen comme façon de voir la société, mais pourtant malheureusement je fais ce constat partout où je passe. Vouloir vivre en communauté pour l'homme, ça a été depuis des milliers d'années un simple mode de survie. Besoin d'être en troupe pour chasser, pour se protéger les uns les autres, s'entraider. Et c'est un peu finalement la même façon de vivre qu'une meute de loups. Alors je sais que la comparaison est un peu violente, mais pour le coup c'est quand même ça. Alors je me suis posé des questions sur moi, sur mon propre comportement social. Qu'est-ce que mon comportement de base engendrait comme résultat social avec les autres, et j'en ai conclu que je laissais trop les gens entrer dans ma zone d'intégrité. La zone d'intégrité, c'est ce que vous acceptez ou pas de la part des autres. C'est la manière dont les autres vont vous parler, la manière dont les autres vont vous considérer. Moi, je suis toujours contente quand on est détendu avec moi et qu'on peut me parler et qu'on peut me vanner, parce que je pense que les rapports humains, c'est comme ça que j'ai envie de les vivre. Seulement, il y a des fois, avec certaines personnes, on ne peut pas faire ça. Parce que tout simplement, les gens vous testent. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes techniques sociales aujourd'hui pour essayer de reprendre un peu ma position sociale en main et surtout mettre des limites aux personnes qui, je pense, investissent trop ma vie ou mon espace personnel ou ma zone d'intégrité. Et du coup, je vais vous citer 5 points que j'applique maintenant en 2020 dans ma vie pour essayer de gagner en respect, gagner en crédit. Ça ne remet rien en cause en ce qui concerne l'amitié que j'ai pour les gens, l'affection que j'ai pour les gens. J'ai pas spécialement envie que les gens me craignent. J'ai pas du tout envie d'être un leader, parce que je trouve que la place de leader, c'est une place qui est beaucoup trop difficile. Il faut toujours être au top, il faut toujours être à l'attaque, il faut toujours prendre des décisions, et moi c'est pas forcément la position dans laquelle j'ai envie de me retrouver. Je terminerai cette introduction en vous précisant que je suis quelqu'un quand même d'assez hypersensible, touchée par ce qui nous arrive. Moi personnellement, je suis incapable de regarder un film d'horreur.
Je suis incapable de ne pas pleurer devant un Walt Disney. Je suis hyper sensible à la souffrance des animaux. Donc je pense que j'ai quand même un taux de sensibilité un peu supérieur à la moyenne, ce qui n'arrange pas les choses socialement, il faut bien le dire. Alors, premier conseil que je m'applique à moi-même pour éviter que les gens ne mangent ma zone d'intégrité, c'est de poser des limites fortes aux gens dès le début. On se fait relativement vite une idée de la valeur perçue de quelqu'un dans les premiers jours qu'on le fréquente, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. C'est-à-dire que les gens vous évaluent assez rapidement et les gens évaluent par votre comportement extérieur, votre potentielle dangerosité ou votre potentielle faculté à répondre à des attaques. Les gens, naturellement, n'ont pas de respect pour la faiblesse. Donc quand ils vont voir approcher le gentil de service, ils vont avoir tendance à pousser les limites, et si la personne ne dit pas stop, ils vont pousser, des fois jusqu'à des stades, je pense, assez hallucinants. Et là, on se retrouve dans des cas de harcèlement, dans des cas de maltraitance. Donc je pense qu'il faut être très ferme sur ces limites à propos de ce que l'on accepte ou pas. Si on laisse les autres porter atteinte à notre intégrité trop facilement, ils vont considérer qu'on est une proie facile. Et à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué de leur faire changer d'avis. Et pourtant, le manque de respect, c'est pas forcément quelque chose que les gens font de manière consciente. Ils n'ont pas spécialement envie de vous manquer de respect et de vous faire du mal. Par exemple, je fais partie d'un chœur dans lequel je chante. J'ai observé 2 filles qui traînent toujours ensemble. Clairement, quand je les regarde, il y en a une qui est tout le temps en train de maltraiter l'autre et l'autre, paradoxalement, en train de chercher l'amour de cette personne. Cette relation soumise-dominant est vraiment malsaine. Or, je pense que une des 2 filles qui porte atteinte sans arrêt et manque de respect à sa copine perpétuellement ne le fait pas pour lui faire du mal puisqu'elles sont collées ensemble. C'est un système de relation toxique qui a été installé entre elles deux, sadique, masochiste. Donc c'est quand même un manque de respect inconscient. Mais ce manque de respect inconscient, moi je l'ai subi également. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Je mange avec mes collègues certains jours le midi. J'ai une collègue qui a bien compris que j'étais quelqu'un de spontané, sympa, gentil, et elle a pris plusieurs fois l'habitude en fait de prendre dans mon assiette pendant que j'étais en train de manger. C'est-à-dire que j'avais des frites, elle prenait sa fourchette, elle venait piquer des frites dans mon assiette sans même me demander si elle pouvait le faire. Parce qu'elle a compris qu'il n'y avait pas de danger à venir prendre dans mon assiette. Quand j'ai raconté ça au tatoué, il m'a dit mais allô, qu'est-ce que tu fais quoi? Moi si on m'avait fait ça, j'aurais planté la fourchette dans la main du mec quoi. Jamais personne ne touche à mon assiette. Et moi je lui ai dit bah relativise, c'est pas très grave, elle est à l'aise avec moi, elle me prend des frites dans mon assiette. Et moi je voyais pas où était le problème, mais en l'occurrence si, il y a un problème. Il vient dans ton espace, dans ta nourriture, il se permet quelque chose que normalement il ne devrait pas se permettre. Et effectivement j'ai observé que cette personne ne faisait ça qu'avec moi, elle ne le faisait pas avec d'autres collègues. La prochaine fois que cette collègue viendra me prendre dans mon assiette, je lui dirai écoute, ça me dérange, j'aimerais que tu arrêtes de faire ça. Je vais pas lui dire de manière méchante ni péremptoire, je vais pas être violente, je vais tout simplement remettre la limite là où elle doit être avec elle. Deuxième exemple qui m'est arrivé avec un élève, parce que j'ai des rapports très marrants avec mes élèves, j'adore mes élèves. On a plus un rapport en fait de pote que de prof à élève. Il est allé essuyer le tableau où j'avais écrit des choses dessus avec sa main et, soi-disant pour rigoler, m'a essuyé la main pleine de stabilo rouge en fait sur ma chemise blanche toute neuve de chez Zara. Qu'est-ce qu'il avait pas fait là? Alors là par contre j'ai pété les plombs. Clairement j'ai touché mes vêtements, surtout une chemise blanche Zara que je viens juste d'acheter. Pour moi c'est sacrilège. Et j'avoue que ça a été compliqué parce que j'ai été obligée de rentrer dans un conflit avec lui pour lui expliquer que jamais de la vie il ne me remettra du crayon sur mes vêtements. Et je pense qu'il n'a pas compris ma réaction parce que j'avais laissé tellement le champ libre pour être cool, discuter. Il m'a manqué de respect de manière inconsciente. Il l'a pas fait de manière intentionnellement méchante puisque je sais qu'il m'aime beaucoup.
Par contre, il y a des cas où les gens vous manquent de respect de manière consciente. La personne va mal vous parler. Dès que vous allez dire quelque chose, la personne va se désintéresser ou va lever les yeux au ciel ou discréditer tout ce que vous allez sortir de votre bouche par principe parce que c'est vous qui le dites. Ça passe par des phrases genre t'es con ou quoi, mais non c'est pas comme ça, ou alors il vous parle de manière arrogante, hautaine, toujours à vous faire penser que vous êtes un moins que rien. Et ce type de comportement-là, si on ne les arrête pas, ça mène petit à petit au harcèlement. Il faut arrêter tout de suite le processus. C'est que si la personne arrive et vous met une petite tape dans le dos, genre alors, vous pousse ou des choses comme ça, tout de suite il faut réagir de manière violente et dire tu ne me touches pas. C'est hyper important que votre zone d'intégrité physique, vous la conserviez et que vous laissiez personne en fait venir, ne serait-ce que vous frôler sans vous défendre. Et j'en viens à mon deuxième conseil qui est savoir dire non. Mais savoir dire non sans avoir à se justifier. Non, je n'ai pas envie de venir à ta soirée ce soir, je suis fatiguée, je reste chez moi. Et pas, non, j'ai autre chose de prévu, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je dois partir. Non, vous n'avez pas envie, c'est non et c'est sans discussion. Ce qui est compliqué quand on est quelqu'un de gentil et d'empathique, c'est d'avoir peur que la personne le prenne mal, d'avoir peur de blesser la personne qu'on a en face de soi. Qu'il faut vraiment réaliser dans la vie que la gentillesse ne paye jamais. La gentillesse est un signe de faiblesse. Alors bien sûr, il ne faut pas être un gros con, bien évidemment, mais il faut savoir réserver sa gentillesse pour les gens qui le méritent vraiment. En ce qui concerne dire non, ça peut être à n'importe quel propos. Que ce soit des heures sup au travail, remplacer quelqu'un qui a besoin de vous, amener quelqu'un à la gare parce qu'il a personne d'autre, aider une copine à déménager parce que vous êtes la bonne poire, donner je ne sais combien d'argent pour un cadeau commun alors que vous ne connaissez pas la personne, reprendre une troisième fois du gâteau de Tata Simone alors que vous n'avez plus faim, réussir ne serait-ce qu'à envoyer bouler quelqu'un au téléphone qui essaye de vous vendre quelque chose, tous ces petits détails là où c'est dur, où moi-même j'ai du mal. La dernière fois il y a des témoins de Jéhovah qui ont sonné au portail. Dieu sait que allô, je suis à 50 km de tout ça. Je me suis tapé 15 minutes de discours assommant juste parce que j'ai pas eu le cran de leur dire écoutez, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir, bonne journée. Et là où il faut apprendre à dire non et ne plus être gentil, c'est aux gens qui ne vous veulent pas du bien. À partir du moment où quelqu'un, vous sentez que cette personne n'est pas bienveillante envers vous, il faut lui mettre des stops systématiques. Déjà, ne pas lui sourire. Évitez de sourire à quelqu'un que vous soupçonnez de ne pas vous aimer. C'est un signe de soumission. Ensuite, il faut toujours parler aux gens les yeux dans les yeux. Si vous baissez le regard ou que vous baissez les épaules et aussi que vous avez une attitude de retrait, d'évitement de sa personne, cette personne va bien comprendre qu'elle vous fait peur et comme un chien, voilà, les chiens quand ils sentent la peur chez l'homme, ils attaquent, et bien cette personne va s'engouffrer dans la brèche pour essayer de vous titiller, vous mettre mal à l'aise, vous faire du mal, vous harceler. Alors je sais que c'est difficile de dire non et pourtant ça s'apprend, il faut s'entraîner à dire non. Moi maintenant je n'ai plus de scrupules. Voilà, ça fait partie de ma formation 2020, on me respecte plus, de dire non, je ne suis pas d'accord. Entraînez-vous à dire non une fois sur deux aux gens et vous allez voir leur regard changer. C'est pas parce que vous leur direz non qu'ils vous aimeront moins, au contraire, certainement qu'il va y avoir un respect qui va s'installer et que votre valeur perçue va augmenter. Quand on dit oui, lui, tiens, je vais appeler l'autre, là, il va forcément dire oui. Moi, je suis exactement la même si j'essaye d'être toujours juste avec les gens. Mais par exemple, quand j'ai oublié ma monnaie pour aller me chercher un café, je sais que je vais demander à la personne la plus gentille du groupe que je fréquente. Je vais pas demander au mec qui est tout le temps de mauvaise humeur et tout le temps en train d'agresser tout le monde. Et c'est pas forcément une bonne chose. À partir de maintenant, d'ailleurs, je crois que j'essaierai de demander toujours à la personne qui râle le plus. Troisième point que j'essaye vraiment de mettre en pratique sur moi-même parce que j'ai toujours tendance à minimiser mes qualités, c'est ne jamais se disqualifier.
La disqualification, ça peut être oh, t'es belle aujourd'hui, j'aime bien ta nouvelle coupe de cheveux. Oh non, c'est juste une coupe de cheveux vite fait, mais je trouve que c'est raté, non, t'en penses quoi? Ou quand vous invitez à dîner un groupe de personnes, que vous faites à manger et que les gens mangent et disent ah, c'est bon ce que t'as fait, oh ouais, moi je trouve pas ça terrible, j'aurais pu faire mieux. Ce système baisse votre propre valeur aux yeux des autres. Moi, j'ai eu beaucoup et j'ai encore beaucoup l'habitude de faire ça. À savoir, je suis pianiste, mais je suis aussi chanteuse et j'avoue que en tant que chanteuse, je me trouve pas top, voilà. Et du coup, quand on me demande de chanter, quand j'ai fait des concerts et que j'ai voulu chanter, j'étais la première à dire surtout ne me jugez pas, vous allez voir, ma voix elle est pourrie, je chante comme une casserole, j'ai un vibrato de chèvre. Voilà, j'étais la première à me sous-estimer et à décrédibiliser ma voix pour en fait essayer de créer une indulgence chez les autres vis-à-vis de moi et qu'ils ne me jugent pas trop durement. Erreur! Il ne faut jamais faire ça et c'est quelque chose que j'ai décidé de ne plus faire. C'est-à-dire que ce soit en piano, en chant ou quoi que ce soit d'autre, j'ai décidé de ne jamais, jamais rabaisser et disqualifier ce que je fais, même si c'est pas top. Bien évidemment, je ne prône pas le côté vantard à dire voilà, moi je chante super bien, je joue super bien du piano, j'ai telle chose dans ma vie, j'ai telle chose dans ma vie, je réussis ça. Bien évidemment, le contraire est aussi insupportable, en fait, même plus je pense, parce que l'humilité c'est quand même quelque chose d'important. Et se vanter finalement, c'est un problème de confiance, c'est-à-dire que quand on a besoin de dire moi j'ai ça, moi je réussis ça, j'ai eu tel diplôme, mes enfants ont réussi ça, et qu'on a besoin en fait d'étaler ses qualités ou son CV ou ce qu'on a fait dans sa vie, c'est qu'on a un problème d'estime de soi. C'est une grosse erreur, les gens ne sont pas aveugles, les gens sont intelligents d'une manière globale et intuitifs. Donc de toute façon, toutes vos qualités, que ce soit artistiques, professionnelles, physiques, sur vos activités, ce que vous faites, ils le sauront à un moment donné et ils en seront témoins et ils sauront accorder cette valeur que vous avez sans que vous ayez besoin de cracher tout ce que vous savez faire. Pas non plus se rabaisser, en fait il faut juste rien dire et laisser les gens se rendre compte de ce que vous êtes capable ou pas de faire. Le quatrième conseil que je m'applique à moi-même et pourquoi pas vous si vous êtes dans mon cas, c'est de respecter votre temps. Le temps, c'est précieux et c'est quelque chose que les gens charismatiques ont compris. Ils ne donnent pas beaucoup de leur temps. Perdre son temps socialement, c'est par exemple attendre un copain qui arrive systématiquement avec 20 minutes de retard. Ça peut être tout simplement accidentel ou récurrent chez certaines personnes, mais en fait la personne, si elle est en retard, c'est qu'elle se dit que de toute façon c'est pas très grave si elle est en retard. Comme c'est vous, c'est pas très grave, si c'était avec son boss, elle serait pas en retard. Donc rappelez à la personne, écoute, c'est sympa, j'aime bien qu'on se voit, mais la prochaine fois, si je t'attends encore un quart d'heure dans le bar toute seule, eh ben écoute, je partirai au bout de 5 minutes. Au niveau du temps, ce qui est précieux aussi, c'est le temps d'écoute. Il y a énormément de gens qui vous prennent en otage pour vous raconter leur vie et les détails. Et comme moi, par exemple, je suis trop gentille, j'écoute toujours avec mes yeux de Bambi, pleine d'empathie, alors qu'en fait, je me fais chier à écouter la varicelle de son môme, ses vacances à Bali, des choses qui m'intéressent pas, sachant qu'en plus ces personnes-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais elles vous parlent de leur rhume et de leur visite chez le médecin, mais elles vous demandent jamais comment vous allez au final. Clairement, vous avez perdu une demi-heure à écouter le discours de quelqu'un qui blablate et qui vous prend pour une éponge sans en retirer quoi que ce soit comme interaction. Ou la vieille à la caisse qui vous parle de son arthrose dans les doigts. Lâchez l'affaire. C'est comme le témoin de Jéhovah de tout à l'heure. Votre temps est précieux, vous n'avez pas à le perdre avec des interactions qui ne sont pas bénéfiques pour les deux parties. Et enfin, mon dernier conseil, parce que avec tout ça, quand on subit les gens, quand on subit des fois des manques de respect, quand on subit les caractères des autres, on a souvent tendance à perdre foi en l'humanité et se dire les gens sont des cons, tout le monde est méchant, le monde est pourri, la société est mal faite et puis je vais rester chez moi et puis on devient un fantôme social, on devient un être isolé et on devient finalement pas heureux. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, on a besoin des autres pour vivre et la solitude c'est quand même très difficile. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la plupart des gens sont quand même des gens gentils
et sympa à partir du moment où on les connaît. Fixer des limites avec les personnes, ça permet aussi de voir le meilleur aspect de ces personnes-là et de pas faire sortir le démon qui est en eux, à savoir les pousser à être sadiques. Quand on est sur la défensive, socialement, un peu parano, moi je sais que je le suis un petit peu, ou qu'on prend mal les remarques, ou moi je sais qu'avec l'apparence que j'ai physique, je prends des commentaires sur comment je m'habille perpétuellement. Donc voilà, je pense qu'il faut rester humaniste parce qu'on peut facilement devenir misanthrope quand on connaît la vraie nature des gens. Alors comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je ne suis pas quelqu'un qui a une vie sociale très abondante. J'ai des amis que j'ai depuis le lycée, toujours les mêmes depuis des années et des années. Je n'ai pas énormément d'amis, mais pour moi, ils comptent plus que tout. C'est pas que les gens ne veulent pas être amis avec moi, c'est que je suis, je pense, un peu socialement sélective parce que j'ai vraiment besoin d'être très à l'aise avec les gens et j'ai besoin de parler de choses profondes avec les gens. Je pense qu'on n'a pas tous la même notion de l'amitié. Je pense qu'il y a des gens qui se contentent très bien de relations mondaines, superficielles, et tant mieux pour eux. Quelque part je les envie parce que quelque part ils se prennent pas la tête en fait, voilà. Bon, c'est pas mon cas. Moi j'ai besoin d'avoir des relations privilégiées avec les gens. Donc ça peut mener des fois à une asphyxie sociale, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de renouvellement d'amis, effectivement. Mais écoutez, moi c'est mon système de fonctionnement et à partir du moment où je suis heureuse, je pense que ça me suffit. Si vous avez des problèmes sociaux, que vous n'avez pas confiance en vous ou qu'on vous manque de respect, ça m'intéresse d'en parler avec vous. J'aimerais bien qu'on en discute en commentaire parce que c'est la base de la vie en fait, les rapports humains, et que je pense que ça peut nous gâcher beaucoup l'existence. Qu'on soit heureux au boulot, en amour, en tant que maman, papa, qu'on ait tout l'argent qu'on veut, je pense que si on n'a pas une vie sociale satisfaisante, il manquera toujours quelque chose. N'hésitez pas à me faire part, vous, de vos frustrations, de ce qui vous dérange. On peut en parler. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien d'en parler parce que je suis quelqu'un qui doute quand même énormément de moi, malgré mes apparences un peu hautaines et froides. En attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut!